Bonjour et bienvenue à la formation pour engager la jeunesse sur l'industrie du textile. Je me présente, je m'appelle Valérie, je suis chargée d'éducation au Centre international de solidarité ouvrière, qui est le CISO, et je suis avec ma collègue Amélie Nguyen, qui est coordonnatrice du CISO. Avant toute chose, cette formation, elle s'adresse principalement au personnel enseignant du primaire et du secondaire, mais on pense qu'elle peut vraiment être utile à un peu n'importe qui voudrait parler de l'industrie du textile avec des jeunes. Donc, vous pouvez amplement remplacer tout ce qui a trait aux élèves avec votre propre public cible. Je vais laisser Amélie présenter le CISO. Donc, merci Valérie. Pour présenter brièvement le CISO, c'est une organisation intersyndicale de solidarité internationale. C'est très rare à travers les Amériques. C'est la seule, en fait, qu'on connaisse. La mission du CISO, pour le présenter en quelques mots, c'est de développer la solidarité internationale en renforçant les liens de solidarité entre les travailleuses et travailleurs d'ici au Québec et d'ailleurs dans le monde. On le fait via des projets d'éducation à la solidarité internationale et des activités concrètes de solidarité internationale. C'est toujours, en fait, des activités de solidarité qui visent l'organisation collective des travailleuses et travailleurs et la défense des droits. Puis, l'idée dans les activités d'éducation, c'est vraiment de montrer que les causes des violations des droits ici ou ailleurs sont souvent les mêmes et donc que c'est nécessaire de se mobiliser collectivement pour y faire face. Au CISO, nous avons développé beaucoup d'outils sur l'industrie du textile que nous continuons de bonifier, comme par exemple une bande dessinée. Mais l'objectif de la formation aujourd'hui, c'est vraiment d'être en complémentarité avec ces outils d'information. Donc, on va essayer de se plonger dans la compréhension des phénomènes mondiaux. Puis, peut-être que ça vous semblait un peu loin de votre réalité, mais restez accrochés avec nous parce qu'on va toujours s'assurer de faire des petites sections pour montrer comment ça peut être utile en classe, comment on peut reprendre ces éléments-là dans différentes matières scolaires. Puis comme ça, l'objectif de la formation, ça va vraiment être de vous permettre de vous sentir à l'aise d'aborder ces enjeux-là dans vos classes. Aujourd'hui, la formation va aller comme suit. On va d'abord vous présenter un peu l'industrie du textile de manière générale avant d'aborder des enjeux à la fois de droits humains et des enjeux environnementaux. Bien entendu, on vous présente des solutions avant de faire une conclusion pour vous montrer un peu aussi quels sont les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir parler de ce sujet-là avec la jeunesse. Donc, d'entrée de jeu, on s'est questionné pourquoi on parlerait de l'industrie du textile avec les jeunes. C'est sûr que dans un premier temps, ça leur permet d'enrichir leurs connaissances sur le monde parce qu'ils vont pouvoir traiter de différents enjeux connexes comme la dégradation de l'environnement, les droits humains, les rapports de pouvoir et les rapports dans la société. Mais c'est aussi un enjeu qui permet vraiment de réfléchir à quels sont nos besoins réels par rapport à des besoins qui sont peut-être plus imposés par la société. Puis ça, on pense que c'est quand même pertinent, notamment avec les adolescents, parce que la mode peut devenir un sujet très identitaire pour elles et eux. Puis on considère également que de parler avec les jeunes de ce sujet-là, ça va leur permettre d'être mieux outillés à voir quels sont leurs pouvoirs de changement à travers les actions collectives. D'entrée de jeu, il faut savoir que l'industrie du textile, c'est une très grosse industrie. Chaque année, c'est plus de 130 milliards de vêtements qui sont consommés dans le monde. Puis, cette tendance-là, elle va en s'agrandissant. Donc, entre 2000 et 2014, on a vu la production mondiale de vêtements doubler. Puis, notre consommation, elle, a carrément augmenté de 60. Puis du côté des gaz à effet de serre que cette industrie produit, ben, on estime que c'est entre 8 et 10 des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, c'est vraiment une très grosse industrie qui a beaucoup d'impact dans notre vie. Puis au ciseau, on sépare ces répercussions-là en fait en deux grandes catégories, les enjeux de droits humains et les enjeux environnementaux. Pour ce qui est des enjeux de droits humains dont on va parler maintenant, il faut d'abord essayer de comprendre comment est organisé notre système de travail pour pouvoir vraiment bien situer tous ces enjeux de droits humains. Il faut savoir que l'organisation du travail dans l'industrie du textile est mondialisée, c'est-à-dire qu'on a une production puis une fabrication qui a lieu principalement dans les pays des Suds, donc la Chine, le Bangladesh, le Mexique, le Honduras. Mais les sièges sociaux des entreprises qui nous vendent nos vêtements sont principalement dans les pays des Nord,
On peut penser, par exemple, à Zara en Espagne ou à Nike aux États-Unis. Puis, ce qui se passe, c'est que ces marques-là ont recours à des sous-traitants qui ont eux-mêmes recours à des sous-traitants, etc., etc., parce que, dans le fond, on divise le travail là, en fonction des étapes de production. Puis, ce que ça crée, en fait, c'est que les marques ont très peu de comptes à rendre et ont très peu de transparence dans leur chaîne d'approvisionnement, qui fait en sorte qu'elles ne sont pas imputables en cas de violation des droits humains et de la destruction environnementale. Donc, pour présenter brièvement le portrait des travailleuses de l'industrie du textile, on sait que ce sont majoritairement des femmes. Dépendant des pays, ça peut varier entre 55 et 80 %. Dans les évolutions récentes, par exemple, au Bangladesh, on a vu que ce pourcentage-là a diminué. On sait aussi que souvent, ce sont des travailleurs et travailleuses qui proviennent de milieux ruraux. Pourquoi? Parce que souvent, avec les accords de libre-échange, avec l'industrialisation, le mode de vie paysan est mis en péril et ça pousse des exodes ruraux et aussi ça crée une grande population qui est prête à accepter des conditions de travail de misère pour survivre. Donc, au Bangladesh, on sait que c'est environ 90 % des travailleuses et des travailleurs du textile qui sont d'origine rurale. Souvent, on choisit aussi des jeunes femmes monoparentales. Pourquoi? Parce que les patrons considèrent que c'est un type de main-d'œuvre qui est plus docile, qui a moins tendance à revendiquer ses droits parce qu'elles ont cette double charge d'être des travailleuses, mais aussi d'assurer le soin dans leur famille, de leurs enfants, qui sont donc plus précaires, plus malléables pour le patron. Souvent aussi, c'est des travailleuses qui sont à leur compte. On a vu non seulement une fragmentation des tâches des travailleuses dans la chaîne de production mondiale du textile, c'est-à-dire que plusieurs travailleuses se retrouvent à exercer une tâche très répétitive comme recoudre une poche toute la journée ou coudre une fermeture éclair, puis passer la paire de jeans à la prochaine personne dans la chaîne, mais aussi une fragmentation au niveau des types d'ateliers qui sont utilisés dans la chaîne de production. C'est-à-dire que oui, il y a des grandes usines qui sont encore utilisées, mais il y a aussi des petits ateliers de confection qui sont dans la maison des travailleuses. On observe ça au Mexique, au Bangladesh. Donc, ça rend encore plus difficile de s'assurer de bonnes conditions de travail pour les travailleuses et travailleurs parce que le lieu de travail est de moins en moins formel. Pour en venir plus concrètement aux conditions de travail, on sait que dans l'industrie textile, le salaire minimum est extrêmement bas dans de nombreux pays qui font partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par exemple, au Bangladesh, en 2023, il y a eu une très grande mobilisation des travailleuses et des travailleurs pour l'augmentation du salaire minimum. Puis même suite à cette mobilisation-là, il a été augmenté seulement à l'automne 2023 à 12 500 TACA, c'est-à-dire 150 $ canadiens par mois. Ça, c'est considérant que les heures de travail sont extrêmement longues dans ce secteur, c'est-à-dire que souvent, c'est plus de 60 heures par semaine, une seule journée de congé par semaine et parfois aucune journée de congé. Et donc, ce 150 $-là, si on le divise par le nombre d'heures, c'est seulement 65 sous par heure. À titre comparatif, les syndicats bangladais demandaient 23 000 TACA par mois, soit environ 280 $ canadiens par mois. Encore une fois, c'est seulement 78 sous de l'heure. Donc, on est loin de demander la lune à ce niveau-là. Quand on parle d'heures de travail excessives, au Mexique aussi, les ouvrières travaillent souvent de 60 à 84 heures par semaine. Encore une fois, 6 jours sur 7 pour à peine 10 $ canadiens par jour. Elles sont pas nécessairement payées pour leurs heures supplémentaires. Il y a des abus aussi envers les femmes enceintes qu'on essaie de faire démissionner avant terme pour ne pas avoir à leur payer leurs indemnisations de grossesse. Je parlais du travail répétitif et fragmenté avec l'autre diapo, mais c'est-à-dire aussi qu'il y a un potentiel d'accident quand même beaucoup plus grand avec ce type de travail pour le corps de ces femmes-là qui est utilisé, qu'on exploite énormément. Un risque d'accident alors qu'il y a peu de protection sociale, qu'il n'y a pas de CNESST,
qu'on est rarement compensé en cas d'accident de travail, puis qu'on a peu d'options alternatives si jamais on perd cet emploi-là. Souvent, les travailleuses sont analphabètes ou ont eu accès à un faible degré d'éducation, ce qui fait qu'elles acceptent ces conditions de travail-là. Ensuite, travail sous pression, on parle de la fast fashion, c'est-à-dire que on produit à la demande, puis maintenant qu'il y a des outils électroniques qu'on utilise, qu'on fait des commandes individuellement par ordinateur, le travail sous pression augmente encore davantage et encore plus à la dernière minute. Ça implique aussi que les travailleuses doivent maîtriser plusieurs modèles de vêtements en même temps. Donc, ça change beaucoup le type d'organisation du travail. Il y a du harcèlement sexuel et psychologique, des violences aussi sexuelles qui sont très présentes dans ce milieu-là. Souvent, les patrons sont des hommes, les travailleuses sont des femmes. Pour monter dans les entreprises, avoir plus de responsabilités, un meilleur salaire, parfois les patrons vont exiger des faveurs sexuelles. Comme on le voyait dans le passé au Québec aussi dans l'industrie du textile. Puis finalement, ben, le droit à l'organisation collective, les droits syndicaux ne sont pas respectés en général dans l'industrie du textile mondial. Par exemple, au Bangladesh, je vous ai parlé de la mobilisation énorme sur le salaire minimum en 2023. Bien, il y a quand même 23 000 personnes qui sont sous poursuite judiciaire suite à cette mobilisation-là, des centaines d'arrêtés. Puis c'est significatif parce que selon plusieurs militants des droits des travailleuses et travailleurs, le facteur clé pour qu'il y ait un changement à long terme, pour que les droits soient respectés, c'est que on respecte un jour le droit à l'organisation collective de ces travailleuses et travailleurs-là, qu'on leur donne une voix, qu'elles soient elles-mêmes en mesure de se mobiliser pour défendre leurs propres droits en toute sécurité. Donc ça, c'est définitivement un endroit où, comme syndicat, comme enseignants-enseignantes, on peut se mobiliser à l'international pour donner cet espace de dissidence-là aux travailleuses, que ce soit au Bangladesh, au Mexique, en Haïti ou dans d'autres pays qui participent à cette chaîne d'approvisionnement-là. Lorsque vous créez des situations d'apprentissage, les conditions de travail des ouvrières et des ouvriers, ça peut vous paraître un peu loin de votre travail quotidien, mais on s'est amusé à essayer de voir comment on pourrait utiliser ça en classe. Puis on voit déjà qu'en mathématiques, ben, on peut se pratiquer à faire toutes sortes de multiplication ou apprendre l'algèbre en utilisant les chiffres qui sont notamment dans notre bande dessinée à propos de la quantité d'heures qui est travaillée par jour ou du salaire, par exemple, des ouvriers et des ouvrières. On peut aussi utiliser ce sujet-là en géographie pour essayer de voir où sont les pays qui produisent nos vêtements par rapport à où on achète le plus de vêtements. Et bien entendu, tout ce qui a rapport avec les cours de monde contemporain, d'éducation à la citoyenneté mondiale, de culture et citoyenneté québécoise, ben, c'est tous des sujets dans lesquels on peut apporter des enjeux de société, comme la question de la justice, la question de nos droits, de comment on se mobilise pour faire respecter aussi nos droits. Il y a beaucoup aussi de questions de rapport de pouvoir dans l'industrie du textile. Donc, ça peut vraiment être abordé dans ce type de matière. Dans cette formation, on veut vraiment aussi prendre le temps d'expliquer un phénomène qui a beaucoup de répercussions à la fois pour les droits des ouvrières et des ouvriers, mais aussi pour l'environnement. Ça s'appelle la délocalisation. Puis en fait, c'est très simple comme concept. C'est le fait que les entreprises tentent de réduire au maximum leurs coûts en allant s'établir dans des pays où il y a moins de restrictions en matière de droits humains ou en matière environnementale. Pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce concept-là, on peut se plonger par exemple, l'histoire du Québec. Dans les années 40, au Québec, on avait une très grande industrie du textile. Les femmes se sont mobilisées pour avoir de meilleures conditions de travail parce qu'elles n'avaient vraiment pas de très bonnes conditions de travail. Puis, on a assisté au premier mouvement ouvrier mené par des femmes syndiquées au Québec. Elles ont obtenu davantage de droits à travers cette mobilisation-là. Puis récemment, au Mexique, en 2007, on a des ouvrières qui se sont aussi regroupées
Front authentique du travail, qui est un syndicat indépendant et démocratique. Puis, en se regroupant puis en mobilisant, ils ont également obtenu davantage de conditions qui sont moins dégradantes pour elles. Sauf que dans les deux cas, à la fois au Québec en 1946 et récemment au Mexique, eh bien, les entreprises, elles ont choisi de fermer leurs portes et d'aller s'établir dans d'autres pays où on allait moins s'intéresser à la violation des droits humains ou à la destruction de l'environnement. On considère que le concept de délocalisation, c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant pour les élèves du secondaire pour entamer des discussions sur nos droits collectifs, puis sur les rapports de pouvoir. Ça nous permet vraiment de se positionner par rapport aux autres dans le monde. Puis, c'est aussi un enjeu qu'on peut très bien associer à des cours d'histoire. Vous l'avez vu, dans les années 40, il y a quand même beaucoup de choses à raconter sur notre industrie du textile et sur le mouvement qui a été mené par des figures de proue comme Madeleine Parent ou Léa Robach. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un sujet qui peut être abordé vraiment dans des cultures, dans des cours comme le cours de culture et citoyenneté québécoise, où on va parler de l'interrelation entre les humains dans le monde, puis l'interrelation entre nos droits, parce que c'est ce que ça nous démontre, la délocalisation, c'est qu'on a besoin de tous renforcer notre accès à nos droits pour être sûr que ces droits-là ne soient pas violés ailleurs dans le monde. Pour ce qui est des enjeux environnementaux, je vous ai dit tout à l'heure que l'industrie produisait environ 8 à 10 des gaz à effet de serre mondiaux, mais c'est aussi une industrie qui consomme énormément d'eau. On estime qu'au niveau mondial, on consommerait 4 de notre eau potable seulement avec cette industrie-là. Puis pour produire un seul jeans, en fait, ça nous prendrait 7000 litres d'eau. Et 7000 litres d'eau, c'est l'équivalent de la quantité qu'une seule personne doit boire pendant 7 ans pour survivre. Sachant qu'on est dans une ère de surconsommation où on va être maintenant pas juste dans la fast fashion, mais dans l'ultra fast fashion, on voit que les vêtements sont remplacés très rapidement, puis qu'on se met de plus en plus à produire avec des matériaux de moins bonne qualité pour essayer de produire davantage, mais ça fait en sorte que ces vêtements-là vont durer aussi moins longtemps. Donc, il faut quand même garder ça en tête quand on parle de la répercussion sur la protection de l'environnement, de l'industrie du textile, qu'on peut vraiment diviser en fonction des étapes de production d'un vêtement. Au niveau de la production des matières premières, on peut penser par exemple à la culture de coton. C'est une des fibres qu'on utilise le plus pour fabriquer nos vêtements. Sauf qu'il se trouve que c'est une des cultures qui est le plus polluante parce elle utilise énormément d'eau. Dans certaines régions du monde, on va même détourner des rivières ou utiliser l'eau des nappes phréatiques pour pouvoir faire avancer la culture de coton et faire pousser les plants de coton. Puis, c'est aussi une culture qui demande énormément de pesticides. Puis, on sait que les pesticides, non seulement ça a beaucoup de répercussions sur la santé des travailleurs et des travailleuses, sur l'environnement, mais ça dégrade également énormément les sols. Ça crée beaucoup de pertes de biodiversité. Donc, la culture du coton, telle qu'on la consomme en si grande quantité, elle a vraiment beaucoup de répercussions néfastes sur l'environnement. D'autres types de fibres qu'on va utiliser pour fabriquer nos vêtements, c'est des fibres synthétiques. Donc, c'est des fibres qui sont généralement des dérivés du pétrole, comme le polyester, l'acrylique ou encore le nylon. Puis, ce qui se passe, en fait, c'est que comme c'est des dérivés du pétrole, ça se désagrège dans notre lavage et ça crée ce qu'on appelle les microplastiques qui se retrouvent malheureusement un peu partout dans nos océans. Du côté de la fabrication de nos vêtements, ben, pour obtenir un tissu d'une certaine couleur, on va généralement tremper nos vêtements dans toutes sortes de composés qui sont chimiques, qui contiennent parfois des substances cancérigènes ou même des métaux lourds. Puis, on va aussi essayer d'utiliser plein de techniques pour donner un look délavé à notre jeans. Ce type de technique-là consomme énormément d'eau et énormément d'autres composés chimiques. Puis, dans le fond, toute cette eau-là, elle va être rejetée dans les cours d'eau avoisinant les usines, qui créent beaucoup de dommages à la santé des cours d'eau, notamment une surproduction d'algues, mais ce qui crée aussi, bien entendu, des problèmes de santé pour les gens qui habitent dans ces communautés. Je passe quand même rapidement sur l'étape du transport parce qu'on le sait, nos vêtements voyagent un peu partout dans le monde pour arriver jusqu'à nous.
notamment avec l'ère de grands géants comme Shein qui n'ont pas de magasin sur place, qui envoient directement chacune des commandes séparément. Nos vêtements voyagent beaucoup. On estime qu'une paire de jeans peut faire une fois et demie le tour de la planète avant d'arriver dans nos magasins. Donc, il y a aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui est effectuée à travers le transport. Puis finalement, quand on arrive en fin de vie, quand on est tanné de porter nos vêtements, ben en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre eux, même ceux qu'on va parfois donner dans des centres de dons, peuvent se retrouver à l'enfouissement. On estime que l'équivalent d'une benne à ordures de vêtements est jeté chaque seconde dans le monde. Donc, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de vêtements jetés. Il faut savoir aussi qu'il y a très peu de procédés industriels qui nous permettent de réutiliser les fibres des vêtements parce que souvent les fibres sont mélangées entre elles. Donc, c'est pas des procédés qui nous permettent à grande échelle là, de pouvoir réutiliser les vêtements qu'on ne peut plus porter pour différentes raisons. Les enjeux environnementaux de l'industrie du textile peuvent être abordés dans différentes matières scolaires, notamment les mathématiques. On peut s'amuser à faire beaucoup de calculs avec toutes les données scientifiques qui sont notamment là, dans notre BD, mais dans aussi d'autres ressources. On peut expliquer certains principes en sciences et en technologie, notamment là, tout ce qui a rapport aux matériaux. Puis, on a également, notre bande dessinée est également disponible en anglais. Donc, vous pouvez, dans vos cours d'anglais, peut-être apprendre différents vocabulaires, notamment scientifiques, qui permettent d'en apprendre un peu plus sur les répercussions environnementales, sur l'industrie du textile, mais aussi, tout simplement, sur une nouvelle langue. Dans le même ordre d'idée que tout à l'heure, on peut aussi utiliser les informations qui sont dans notre bande dessinée pour regarder un peu pour permettre aux élèves d'apprendre la géographie en voyant où un vêtement se promène dans le monde, puis quels sont les impacts de ce voyagement. Puis finalement, on a réfléchi aussi au nouveau cours d'éducation financière, puis on s'est dit que ça pourrait être également très intéressant d'essayer de faire un budget pour voir en fonction du nombre de fois où on va porter un vêtement par rapport à sa qualité, est-ce que vraiment on économise à acheter un vêtement qui vaut 8 au lieu d'acheter quelque chose qui est peut-être de meilleure qualité. Il est important pour nous aussi de vous présenter des solutions face à tous ces enjeux qu'on vient de vous présenter parce qu'il y en a. Nous, on insiste beaucoup sur des solutions qui sont davantage collectives qu'individualisantes parce que à l'échelle de l'individu, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous égaux face à ce type de situation. Donc, autant se regrouper. Puis, comme vous l'avez constaté dans la première partie de cette formation-là, c'est aussi des enjeux qui sont très structurels, qui sont liés à la manière dont est organisé le travail dans le monde. Des actions collectives, ça va nous amener vraiment plus loin. Une des premières pistes de solution qu'on vous propose, elle est très simple. C'est celle de faire de la solidarité internationale dans un principe d'écoute où on va écouter la voix des travailleurs ou des travailleuses parce que c'est elles et eux qui sont en fait concernés par ces enjeux-là. On considère que c'est quand même important d'avoir ce type de discussion avec les jeunes adultes pour qu'ils puissent comprendre notamment la différence entre la solidarité internationale et la charité. Puis on pense qu'ils sont très bien capables de comprendre que c'est pas très agréable quand quelqu'un d'autre choisit à notre place. Et on sait, les ados aiment bien choisir par eux-mêmes ce qu'ils vont faire avec leurs différents choix de vie. Ben, c'est la même chose avec tous les autres êtres humains. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très facile à aborder avec eux et elles. Parfois, ça peut être difficile de trouver ces voies-là des travailleurs et travailleuses puis d'avoir accès à vraiment leurs revendications. Donc, sur le site du Mouvement ACT, on a regroupé plusieurs ressources pour vous aider à parler de l'industrie du textile dans les classes, notamment une liste d'associations qui travaillent sur le terrain puis qui sont en contact avec les gens qui sont sur place. C'est aussi important pour nous de vous présenter un exemple de fausse bonne solution qu'on peut avoir parfois. Par exemple, en voyant les mauvais traitements dans les usines, on pourrait avoir tendance à vouloir boycotter certaines marques. Mais en fait, nous, quand on a discuté avec des femmes au Bangladesh qui militent pour avoir de meilleurs droits, elles énoncent quand même le fait qu'elles ont besoin de ce travail pour vivre, puis que parfois, ça peut aussi leur permettre d'avoir une certaine indépendance par rapport aux structures familiales. Donc, elles insistent vraiment sur le fait que nous, on doit faire pression sur les marques qui sont en Amérique du Nord,
Puis cela, ça va leur permettre à elles d'avoir plus de conditions dignes si nous aussi, on met de la pression sur ces marques-là pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de travail. Une des pistes d'action qu'on promeut comme CISO, mais aussi à titre de membre du Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises, le RCRCE, c'est l'adoption d'une loi sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Ce serait une loi qui permette notamment de poursuivre les compagnies canadiennes lorsqu'elles violent les droits humains ou qu'elles détruisent l'environnement à l'étranger, les poursuivre dans le système juridique canadien et qu'elles aient des sanctions pour ces graves comportements criminels qui sont si dommageables pour des communautés à l'international. On demande là notamment que ça couvre l'ensemble des droits humains, considérant leur interdépendance, que justement que l'entreprise soit poussée à prévenir et à agir contre des violations des droits et la destruction de l'environnement, puis que ça couvre l'ensemble de leurs opérations tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Valérie parlait plutôt de l'absence de toutes les étapes fragmentées dans cette chaîne d'opération de production mondiale. Ça implique aussi beaucoup d'opacité de laquelle parfois les compagnies bénéficient et tentent de bénéficier. Donc, il faut pousser les compagnies à rendre leur chaîne d'approvisionnement transparente, s'assurer qu'on puisse faire le suivi, faire des enquêtes, aller sur place pour voir quelles sont les conditions des travailleuses et des travailleurs, puis que ce soit fait en collaboration avec les mouvements locaux. Donc, pour en savoir plus, on vous invite à aller voir la campagne Pas négociable. Il y aura des actions que vous pourrez appuyer. Dans un contexte scolaire, il y a énormément de choses qu'on peut faire également pour permettre aux jeunes de se mobiliser entre eux puis de faire des actions collectives. Ils peuvent, par exemple, essayer d'organiser des échanges de vêtements ou prévoir des kiosques pour pouvoir justement discuter de ce sujet-là avec d'autres élèves. On sait qu'ils sont aussi très capables de mener toutes sortes d'actions, de plaidoyer comme de signer des pétitions ou faire une campagne là, de signature de lettres pour demander plus de transparence aux marques. Puis, on en profite quand même pour se faire un peu d'auto-promo. Sachez que notre bande dessinée, on peut l'agrandir en grand format, un peu comme ce que j'ai derrière moi. Puis, vous pouvez l'exposer dans les couloirs de l'école ou à la bibliothèque, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une possibilité pour pouvoir entamer la discussion puis entamer les réflexions que l'industrie du textile apporte. Puis, je tiens quand même à préciser qu'on a pris beaucoup d'idées, notamment, mais il y en a d'autres sur le site d'Environnement Jeunesse que vous voyez là, à l'écran. Ils ont toutes sortes de belles idées pour que la jeunesse demeure engagée sur ce sujet-là. Que retenir après toutes ces informations qu'on vous lance? Ben, c'est sûr que dans un premier temps, c'est de comprendre qu'on est dans un système de production puis d'exploitation qui est très bien organisé sur le plan international. Donc, la manière dont géographiquement on est organisé sur le territoire, la manière dont on travaille dans le milieu de l'industrie du textile, ça crée une chaîne d'exploitation à la fois des humains, mais aussi de la nature. Puis en cherchant à toujours produire plus avec moins de moyens, les grandes multinationales, ils nous mettent en compétition les uns envers les autres. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut se mobiliser de manière collective, participer à des campagnes de solidarité internationale pour essayer de réétablir ce rapport de force-là. Puis, on pense vraiment que la jeunesse a vraiment un pouvoir là-dedans. Elle peut être très bien mobilisée. Puis, c'est quand même un sujet qui peut aussi l'interpeller beaucoup. En terminant, on vous présente rapidement les ressources qui sont à votre disposition si vous voulez parler de l'industrie du textile dans vos classes. On a notre bande dessinée que vous voyez à l'écran. On a également développé un podcast si vous voulez engager peut-être la discussion. Notre podcast avec Kalpana Akhter est d'ailleurs disponible en anglais. Sur la page du mouvement ACT, on a un dossier, l'industrie du textile sous toutes ses coutures. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des ressources qui sont proches du milieu éducatif et qui vous permettent d'aborder la question de l'industrie du textile. Puis, si le cœur vous en dit, il y a également un quiz que vous pouvez donner aux élèves du secondaire qui apparaîtra sous peu sur le site du mouvement ACT.
Si jamais vous avez des questions de clarification, quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On est là pour ça. Vous pouvez nous écrire là, à éducation@commercial-ciseaux.qc.ca. En terminant, on tient quand même à remercier nos partenaires, notamment Activer le changement qui nous permet de vous proposer cette formation-là. Puis, on présente aussi nos grands remerciements à Claude Lula qui accepte de prêter sa plume à nos idées de sensibilisation. C'est elle qui a en fait toutes les images de la BD et que vous avez vues également là, dans le PowerPoint. Je joins ma voix à celle de Valérie pour vous remercier d'avoir écouté toute la vidéo. On vous invite aussi à suivre le CISO si ça vous dit, si vous êtes curieux, curieuse de mieux connaître ce réseau de solidarité internationale intersyndicale. On vous invite aussi à vous abonner au bulletin puis à le faire connaître dans vos milieux. Donc, au plaisir de vous revoir pour une prochaine formation ou une autre activité d'éducation. Merci.